Fais-le pour l'humain. Fais comme si tu accueillais quelqu'un que tu aimais dans tes logements. Et ce niveau de détail-là, quand je dis valeur, apporter de la valeur à tes clients, c'est ça. Quand je dis immobilier 2.0, ça ne veut pas dire faire des biens à 500 000 euros. Pas du tout. Tu peux démarrer avec un bien à 100 000, 120 000 euros. Il n'y a aucun problème. Tu vois, si tu as un 10 ou un 15 mètres carrés, c'est OK. Je dis souvent l'entrepreneuriat, c'est pas que monter des business. Non, mais en fait, quand je dis que je suis entrepreneur, c'est dans tous les aspects de ma vie, en fait. C'est dans ma relation de couple, dans mon rapport à l'argent, dans mon rapport avec ma famille, dans mon rapport à la spiritualité aussi. C'est ça, entreprendre. C'est se poser des questions et chercher les réponses. J'ai eu des rendez-vous au commissariat, j'ai même eu un rendez-vous avec le maire pour parler de mon Airbnb. Plein d'embrouilles avec les voisins. Si je te raconte les anecdotes, il s'en est passé énormément. Nous, effectivement, le but, je te le dis, je te le répète, je sais que ça peut paraître fou, hein. Il y a des gens, quand je leur dis ça, c'est fou, mais chaque logement, il doit te permettre de générer des revenus qui soient suffisants pour vivre, tu vois. Hop là, salut à toi, mon ami, j'espère que tu vas bien. Nouvelle vidéo un petit peu différente, format face cam, là, j'ai posé mon téléphone. Je ne sais pas comment je vais l'appeler, cette vidéo, sûrement 4 ans sur Airbnb. J'ai envie de te partager un petit peu mes réussites, mes échecs, pour pouvoir t'inspirer, te dire aussi et surtout la réalité, le concret, ce qui se passe vraiment, ce qui s'est passé ces 3-4 dernières années depuis que j'ai démarré. Il y a eu, je ne sais pas combien de milliers d'euros qui ont été générés, sûrement aux alentours des 500 000. Beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai eu des rendez-vous au commissariat, j'ai même eu un rendez-vous avec le maire pour parler de mon Airbnb. Plein d'embrouilles avec les voisins, enfin bref, si je te raconte les anecdotes, il s'en est passé énormément. Je veux prendre un petit temps là, peut-être que toi tu regardes cette vidéo, tu as envie d'investir dans l'immobilier, peut-être le Airbnb ça te parle, tu te poses encore des questions. Je veux te partager la réalité, le terrain, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, ce que je referai pas avec l'expérience, aussi avec le fait d'avoir pu accompagner pas mal de monde sur ces 12 derniers mois. Donc voilà, déjà qui je suis avant tout pour te parler de tout ça, peut-être que tu ne me connais pas. Je ne suis pas un gars qui a 45 logements. À l'heure actuelle, j'ai 2 Airbnb qui tournent. On va dire des Airbnb un petit peu différents. Je sais que quand je dis aux gens que je vis de cette activité-là depuis mon premier investissement, ça peut paraître bizarre, surtout qu'on pense qu'il faut avoir, je sais pas, 1, 2, 3, 4 immeubles pour pouvoir vivre de l'immobilier. Non. Moi, je le vois vraiment comme un business, donc j'ai créé vraiment comme une sorte de business physique. Donc l'idée, c'est que ça puisse permettre de générer des revenus qui soient suffisants pour vivre, tu vois, 3 000, 4 000, 5 000 euros de revenus. Dans la première maison dont on va parler, je pense, dans cette vidéo, on a eu des mois, on a dépassé les 10 000 euros de chiffre d'affaires. Même une journée, on a dépassé les 1 000 euros de chiffre d'affaires sur une maison qui vaut 250 000 euros, tout compris. Donc tu vois, c'est un business model vraiment différent, c'est ce que je documente sur cette chaîne. Voilà, donc là j'ai 2 Airbnb qui tournent à l'heure actuelle, une maison, un appartement. Je suis en train de rénover une grange de 2 lots qui devrait voir le jour là d'ici 3-4 mois. Pareil, je documente sur la chaîne. Et j'ai pris la décision de documenter tout ça. C'est venu un petit peu naturellement puisque j'ai commencé moi je suis quelqu'un, avant je faisais de la location de voiture. Et même quand je faisais de la location de voiture, j'incitais mes amis et les gens autour de moi à se lancer dedans. On en parlera après, mais moi je suis un petit peu comme ça. Et donc là, c'était un peu la suite logique. J'ai commencé à faire pas des séminaires, mais des petites rencontres en physique au début, accompagner des gens en physique. Puis après, j'ai commencé à documenter ça sur Internet il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et puis me voilà devant toi, aujourd'hui, à te faire cette vidéo. Donc je regarde mes notes en même temps. Je me suis mis quand même des notes, histoire que ça soit un petit peu précis et que ça suive un ordre surtout chronologique, parce que moi sinon j'ai tendance à partir dans tous les sens. Le premier point, c'est un peu la suite de ce que je te disais juste avant, c'est qui je suis en profondeur, entre guillemets. Moi, il faut savoir que j'ai plus un parcours de base entrepreneurial. Je vais te passer la phase du foot, parce que moi je voulais être de base footballeur professionnel. Au final, non, je ne le suis pas. J'ai intégré une école de commerce quand j'avais 18 ans, parce que c'était un peu la voie par défaut. Tu vois, tu arrives à 18 ans, tu passes ton bac, mais tu sais pas, on te dit qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Moi, personnellement, j'en savais strictement rien, donc j'ai pris une école de commerce. C'était plus pour faire plaisir à mes parents à cette époque-là, honnêtement. C'était pas par choix personnel. Moi, à l'époque, je fumais, je sortais, enfin bref, il n'y avait pas grand-chose qui allait dans ma vie. Donc, je fais cette école de commerce. J'y suis sans y être, c'est-à-dire je suis là-bas physiquement, mais moi dans ma tête je suis complètement ailleurs. Et de fil en aiguille, j'ai un ami qui me propose de lancer un business de location de voiture. Je te la fais courte, bon, je fais un crédit de 50 000 euros de crédit étudiant et je démarre là-dedans. S'ensuit après une autre expérience dans le e-commerce. À cette époque-là, j'ai juste envie je découvre un peu sur YouTube, tu sais, les vidéos entrepreneuriales, etc.
Moi, j'ai juste envie de me sentir plus libre et me sentir accompli dans quelque chose, en fait. Et retrouver, à travers l'entrepreneuriat, j'avais l'impression de retrouver ce que je ressentais dans le football quand j'étais jeune, tu vois, cet esprit de challenge, etc. Et j'avais l'impression de trouver quelque chose dans lequel j'étais bon. Donc voilà. Et ça a été aussi, je dis souvent, l'entrepreneuriat, c'est pas que entreprendre. On entend entrepreneuriat comme si c'était que monter des business. Non, mais en fait, c'est entreprendre. Moi, quand je dis que je suis entrepreneur, c'est dans tous les aspects de ma vie, en fait. Dans ma relation de couple, dans mon rapport à l'argent, dans mon rapport avec ma famille, dans mon rapport à la spiritualité aussi. C'est ça, entreprendre. C'est se poser des questions et chercher les réponses. Donc, je démarre là-dedans. Ça se passe comme ça. C'est vrai que j'ai des mois où j'ai des bons revenus. J'ai des mois où j'ai zéro revenu, tu vois, c'est pas du tout linéaire. Et j'arrive à un moment de ma vie où je dois commencer à rembourser ce crédit étudiant et je me dis, ok, il me faut une source de revenus stable. Et c'est dans ce contexte-là qu'on me parle de Airbnb. C'était un petit peu les débuts d'Airbnb. Là, on était en 2020, je pense, un an avant que je démarre vraiment. Et je vois en fait que quand on fait quelque chose de standing, je vois un exemple pas d'un ami, mais d'une personne que je connaissais qui avait mis un jacuzzi dans son logement. Je vois qu'à l'époque, il fait, je crois, 2000 ou 2500 euros par mois. Et je me dis, c'est dingue, il doit avoir 600 ou 700 euros de crédit. Et je me dis, OK, il y a vraiment quelque chose à faire. Et surtout, c'est cette stabilité, moi, des revenus que je cherchais, que je n'avais pas du tout dans mes autres expériences entrepreneuriales. Et donc, c'est dans ce contexte-là, moi, que je décide de démarrer. Maintenant, moi, ce qui me parlait dans ce business model-là, c'était pas le fait que ce soit de l'immobilier, c'était moi, je trouvais du sens à créer vraiment un logement unique et voir ça, encore une fois, comme une sorte de petit business. Et je voulais, c'était entre guillemets mon rêve, que ce premier investissement que j'allais faire me permette de me générer des revenus qui soient suffisants pour vivre. C'était vraiment, à l'époque, c'était dingue de penser que ça allait pouvoir se réaliser. Donc je fais cette première maison, on a à peu près 6-8 mois de travaux, 7 mois je crois de travaux. Projet fini 250 000, moi je mets 14 000 euros d'apport. La banque me prête 238, le crédit mutuel. Et je lance comme ça. À l'époque, donc je m'occupe de tout. Moi, je me suis formé à l'immobilier, mais pas du tout à la location de courte durée. J'ai vu quelques contenus qui se faisaient, mais moi, j'avais une vision vraiment, je dirais, différente. Je voulais créer vraiment quelque chose d'unique. Donc, j'apprends un peu sur le tas. Et ouais, petite parenthèse importante, c'est vrai que pour financer cette opération, j'ai dû trouver un travail, un CDI, puisque sans ça, j'aurais pas pu emprunter. En tout cas, c'est comme ça que moi, mon aventure elle démarre. Donc quand je commence à mettre cette première maison en location, je vois que ça cartonne. Je fais des nuits, je t'afficherai des screens à l'écran, mais 300 euros, 400 euros la nuit. Moi, je m'étais fixé 200 euros la nuit, c'était mon prix, c'était mon objectif. Et ouais, je fais du 300, je fais du 400, je fais même du plus de 500 euros la nuit. Sur cette opération-là, j'ai 976 euros de crédit mensuel. Et très rapidement, je fais 5 000, 6 000, 7 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Donc, complètement dingue. À la suite de cette première opération, j'enchaîne une deuxième, donc là beaucoup plus petite, avec un appartement pour lequel j'étais de base locataire, que j'avais déjà mis en Airbnb, mais à l'époque en sous-location. Je comprends bien que l'emplacement est bon, mais je me dis ok, je vais faire un bien de standing. Là-bas, je voulais vraiment faire quelque chose style boutique hôtel, tu vois, pas quelque chose de trop niché. D'ailleurs, je sais qu'on me parle beaucoup de love room, de trucs. Peut-être c'est un sujet qu'on abordera après dans la vidéo, mais non, moi je voulais faire quelque chose d'assez sobre, d'assez classe, et j'ai toujours d'ailleurs cette vision-là. Je veux faire quelque chose de premium, qui puisse, en tout cas quelque chose qui me parle à moi. Moi je suis un passionné d'hôtels, les beaux hôtels surtout. J'adore, des fois juste pour aller prendre un café, tu vois, j'y vais et j'adore, je sais pas, je trouve qu'il y a une atmosphère, il y a quelque chose, surtout quand c'est très bien fait. Et c'est vraiment cet univers-là que je veux amener dans la location courte durée. Donc je fais cet appartement-là, je me prends 25 000 euros de travaux et je le lance. Pareil, ça se passe extrêmement bien. Je fais les premiers mois, je dois faire 3 000, 3 500 de chiffre d'affaires. Et après, j'arrive assez facilement aux alentours des 5 000. C'est un appart à peu près maintenant qui me génère 5 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Donc pareil, c'est énorme. Sur un appart où j'ai 850 et quelques de mensualité. Voilà, ça c'était pour la première partie, je dirais. C'est important pour les gens qui ne me connaissent pas, savoir qui je suis. Parce que c'est bien beau de parler sur Internet, mais concrètement, qu'est-ce que tu fais et là maintenant, comme je disais tout à l'heure, j'ai un projet grange, projet plus gros maintenant. Effectivement, j'ai envie de partir sur quelque chose pas de plus intense, mais quelque chose il y a beaucoup de barrières. Même moi, j'en ai des croyances limitantes qui ont sauté forcément. Quand tu réalises des projets et que tu vois que ça marche, tu creuses. Et ça, c'est un peu l'aboutissement, moi, de ma réflexion, de me dire plus il y a de barrières à l'entrée, plus c'est compliqué, entre guillemets pour les autres investisseurs, plus ça m'intéresse. Là, je sais qu'une grange, forcément, c'est plus technique, plus de travaux, peut-être un peu plus dur à financer, etc. Donc,
C'est pour ça que je me suis redirigé vers ce projet-là. Et là, en termes de perspective de revenus, pareil, tu trouveras tout sur ma chaîne, je documente. Ça, c'est un projet qui verra le jour, je l'espère, cette année. Deuxième catégorie, entre guillemets, tu m'excuses pour la forme, moi je ne suis pas expert là-dedans, mais j'ai mis réalité vs croyance. Effectivement, forcément, moi j'ai beaucoup de gens au téléphone, un peu moins maintenant, mais avant j'avais beaucoup de gens au téléphone, puisque maintenant je forme, j'accompagne, et avant c'était moi qui faisais les appels, etc., pour les gens qui souhaitaient potentiellement rejoindre un de mes programmes. Donc, à force d'échanger avec vous, j'ai pu voir en fait les barrières, ce qui vous freine, ce qui vous fait peur, et ce que je veux aborder ici, c'est qu'il y a vraiment deux types d'Airbnb différents. Moi, j'appelle ça l'immobilier 2.0, parce que je n'ai pas trouvé d'autres noms, honnêtement. Je sais que ça fait un peu marketing, mais quand on part sur un business model, on va louer en courte durée à 50, 60 euros la nuit, c'est complètement différent que ce que nous, on fait. Okay, et je tiens à te mettre en garde, parce que ça, je sais aussi en discutant avec vous. Quand je dis immobilier 2.0, ça ne veut pas dire faire des biens à 500 000 euros. Pas du tout. Tu peux démarrer avec un bien à 100 000, 120 000 euros, il n'y a aucun problème. Tu vois, si tu as un 10 ou un 15 mètres carrés, c'est OK. Tu vas juste accueillir des gens pour des durées de passage. Mais si tu as 120 000 euros de budget, plutôt que d'acheter un truc à 110 000 et tu vas mettre 3 000 euros de rénovation, tu vois, pour faire quelque chose de très basique, tu vas plutôt acheter quelque chose, je ne sais pas, à 90 000. Tu vas avoir une enveloppe travaux plus large, peut-être de 20 000. Et là, tu vas créer un vrai univers, une vraie expérience. Pourquoi je te dis que c'est complètement différent? Puisque tu auras une clientèle différente. Généralement, tu arrives à pratiquer à des prix à la nuit qui sont différents. Tu vas demander un dépôt de garantie, ce que tu ne peux pas faire quand tu loues à 50 euros la nuit. Tu vas proposer des upsells. Mais pareil, les upsells, on me dit souvent, putain Camille, je vais mettre des mini-bars, etc. Mais si tu mets un mini-bar dans un appart à 50 euros la nuit, où tu n'as pas du tout cherché à créer une expérience, forcément, peut-être qu'il y a des gens qui vont consommer, mais ça n'a rien à voir. La manière aussi dont tu vas gérer ton service client sera complètement différent. Quand tu es à 50 euros la nuit, tu as tout intérêt à tout automatiser, tu vois. Par contre, quand tu es à 100 euros, 150, 200, jusqu'à 500 euros la nuit, même plus, tu as une gestion de ton service client qui est différente. Oui, tu vas chercher à automatiser, mais il y a quand même cette dimension humaine. Les gens payent un certain prix, tu vois. Donc moi, c'est vrai que il y a plein de choses que je vois dans des gens qui font de la courte durée, parce que j'ai assisté à des événements, etc. Moi, j'avais l'impression d'être dans un autre business model, en fait, être sur un créneau qui est vraiment différent. Par contre, ce qui est sûr, c'est pour ça que j'ai appelé ça réalité vs croyance, c'est que le mythe un petit peu des revenus passifs sans effort, genre je vais faire ça, le Airbnb c'est beaucoup plus rentable que la LLD, enfin la location classique, oui, ça c'est réel. Mais par contre, de croire qu'il n'y a pas d'effort à fournir, ça c'est complètement faux, tu vois. Et je sais que moi, dans ma posture, surtout que je vends des formations, des accompagnements, on a vite tendance, si on veut, ça c'est du marketing, mais on a vite tendance à vouloir tu vois, arrondir les angles. Mais non, la réalité, c'est pas du tout celle-là. C'est que bien sûr qu'il y aura des efforts à fournir. Maintenant, pourquoi je t'ai dissocié, tu vois, ces deux types d'Airbnb, c'est qu'en fait, si tu regardes en termes d'énergie fournie et de temps que ça va te prendre pour mettre en place le premier projet ou le deuxième, c'est quasiment la même chose, tu vois. Sauf qu'à la finalité, sur le premier projet, tu auras peut-être, je ne sais pas, 400 euros de cash flow. Nous, effectivement, le but, je te le dis, je te le répète, je sais que ça peut paraître fou. Il y a des gens, quand je leur dis ça, c'est fou, mais chaque logement, il doit te permettre de générer des revenus qui soient suffisants pour vivre, tu vois. Et moi, je trouve ça un peu con de faire 3 mois, 4 mois entre la recherche de biens, les travaux, le financement et toutes ces choses-là, toutes les étapes, parce que c'est les mêmes dans les deux cas de figure, de faire tout ça pour générer si peu. Je trouve que le retour sur investissement, il n'est pas assez conséquent. Dans l'option 2, moi, dans ce que j'appelle l'IMO 2.0, il faut chercher 15% de rendement net avant impôt. Donc, quand je te dis ça, c'est après avoir payé tes charges, tes femmes de ménage, etc., avant tes impôts. Parce que ça, forcément, ça va différer d'une personne à l'autre. Mais 15% de rendement, ça fait pour un investissement de 100 000, je crois que ça fait près 1 200 euros, tu vois. Donc, tu investis 100 000, si tu arrives à avoir 1 200 euros de cash flow, c'est magnifique. Mais c'est ce que tu dois viser dans ce business model-là. Et je dis bien business model, ce n'est pas un investissement. Moi, je vois ça vraiment comme un business. Et je t'invite, si ce que tu veux, c'est vraiment des revenus passifs, c'est à voir ça comme ça, comme un entrepreneur. Si tu investis 200 000, ça te fait 2005, tu vois. C'est énorme. Moi, sur ma maison, je suis à bien plus. J'ai documenté des projets sur la chaîne. Vincent, Tony, là, les deux dernières vidéos, voilà, ils font du 5 000 euros de CA, tu vois, sur des investissements à 200 000, un tout petit peu plus de 200 000. C'est magnifique. Donc ouais, pour cette deuxième partie, voilà, je veux te dire que forcément, il n'y a rien sans rien, tu t'en doutes. Moi, je ne suis pas un vendeur de tapis, je ne suis pas un vendeur de rêves. Par contre, si tu fais les choses intelligemment, oui, tu vas pouvoir avoir des revenus qui sont dingues. Moi, c'est un business model avec du recul encore maintenant. Quand j'ai appris qu'on pouvait me prêter de l'argent dans l'immobilier,
Moi, je croyais que c'était même pas possible de base. Hein. Quand on m'a dit ça, je crois que je devais avoir 18-19 ans. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller dans l'immobilier d'ailleurs. Et c'est ça la force de l'immobilier, c'est l'effet de levier. Et c'est vrai que c'est dingue. Et encore à l'heure actuelle, je trouve ça dingue qu'on puisse prêter autant d'argent. Tu vois, un jeune comme moi, à l'époque j'étais encore plus jeune, qu'on puisse me prêter 230 000 euros, tu vois, sur une base de quelques fiches de paie et un contrat de travail. Ouais, je trouve ça dingue. Donc si tu arrives à allier ça avec le fait d'avoir un business model qui fonctionne bien, qui est bien rodé, mais aussi et surtout, ça c'est quelque chose que je veux aborder, qui est adapté à toi. Parce que moi, tu vois, là, je t'ai listé, échanger avec des artisans, faire des visites, en fait, toutes les étapes par lesquelles tu vas passer, moi, je ne le voyais pas comme quelque chose d'énergivore, quelque chose qui me fait chier, pour être assez cru, tu vois. Si chacune de ces étapes-là, puisqu'on va tous passer par ces étapes-là, recruter des équipes de ménage, aller sourcer des draps, des serviettes, passer du temps sur Internet, même si, moi, à travers notre académie, etc., j'essaye de documenter un maximum de choses, même ce que je fais gratuitement sur YouTube, j'essaye de t'apporter un maximum de valeur, mais si tout ça, c'est pas fait pour toi, et si à chacune des étapes, bah, tu sens de la difficulté, et encore une fois, je te le redis, mais ça te fait chier, bah, en fait, fais pas ça, tout simplement, parce que ça va être une vraie source d'emmerde, une vraie source de frustration pour toi, et tu vas pas aimer. Moi, maintenant, c'est pour ça que j'essaie d'être le plus transparent dans ce que je documente, je vous fais des vlogs et tout pour vous partager mon quotidien. Bah, si ça te parle, c'est un business model qui est magique. Voilà, bon, ça, c'était un petit peu la deuxième partie. Maintenant, je vais te parler de mes échecs, parce qu'il y en a. Il y en a eu, même si moi, je suis quelqu'un d'assez d'optimiste, assez positif. Donc, je ne m'arrête pas sur un échec. La première chose, c'est quelque chose que j'ai compris avec le temps, c'est que moi, j'ai un profil où je suis très bon pour lancer des projets, très, très bon. C'est-à-dire, j'arrive à avoir les idées, j'arrive à aller là où il y a de l'argent, où ça va marcher, en fait. Ça se connecte assez vite dans ma tête, je te dis ça en toute humilité, hein. Vraiment en toute humilité, mais j'ai fait beaucoup de formations justement pour apprendre à trouver sa zone de génie, etc., parce que c'est des sujets qui me façonnent. On est tous extrêmement bons dans quelque chose. Malheureusement, ce n'est pas l'école qui va nous dire quoi. L'école, elle veut tous nous uniformiser alors qu'on est tous parfaits dans une chose. Maintenant, il faut la trouver. Moi, j'ai compris qu'effectivement, lancer des projets, etc., c'est quelque chose que je fais très bien, ça ne me demande pas trop d'efforts. Par contre, devoir les gérer au quotidien, ça c'est complètement autre chose. Et mettre en place des process notamment, je suis trop nul. Je suis vraiment trop nul, donc maintenant je travaille sur ça, j'en suis conscient. C'est ça d'ailleurs une des clés, c'est d'être conscient de ses forces et de ses faiblesses. Quand tu es inconscient, bah, ça te dirige un peu, puisque tu n'en es pas conscient. Mais bah, ça aboutit à quoi? Ça aboutit notamment à la gestion fiscale. Tu vois, je dis souvent que, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est une règle commune. L'argent, déjà, il faut apprendre à le faire arriver, c'est le premier step. Ensuite, à le gérer, ensuite à le faire, à l'investir, à le faire fructifier. Moi, le premier step, ça va, ça a toujours été assez good. Maintenant, le deuxième, la gestion, bah, typiquement, tu vois, la fiscalité, surtout en France, hein, on n'est pas à Dubaï ici. Donc, si tu n'anticipes pas ce qui va t'arriver, bah, tu te fais allumer. Moi, à l'URSSAF, j'étais il y a 2 semaines, j'ai pris un rendez-vous avec eux. Je voulais aller voir. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que les services des impôts et de l'URSSAF et tous ces services-là, je ne sais pas si tu les as déjà eu en rendez-vous. Moi, je suis tombé que sur des gens ultra aimables. Et je me dis, c'est dingue quand même de travailler dans ces services-là. Mais bon, ça, c'était autre chose. Donc, quand je te dis gérer, effectivement, c'est anticiper. Moi, j'étais loueur meublé professionnel. L'année 1, j'ai fait 50 000 euros de résultats de bénéfices. Autant te dire que 45% d'URSSAF sur ça, plus l'impôt sur le revenu, tu arrives à 60% en fait. Donc, ouais, grosse erreur. Moi, j'ai pris aussi un comptable, le premier qu'on m'avait recommandé, mais pas bon. J'aime pas critiquer les gens, moi. Tu vois, je suis toujours responsable de tout, donc je me dis que c'est de ma faute et c'est une leçon. Mais il m'a clairement pas aidé. Il m'a clairement pas aidé, tu vois, et tu peux pas payer autant. Alors, c'est aussi de ma faute. Encore une fois, je prends ma part de responsabilité. J'étais pas assez formé à l'époque. Et maintenant, ça m'a appris à être très important, à être très minutieux sur tout ça, parce que c'est bien beau de faire 5 000, 6 000 euros par mois avec un logement. Si tu payes 3 000 derrière d'impôts, en fait, ça ne sert à rien. L'État te prend tout. Donc ça a été une erreur. Le bassin également que j'ai fait, mais c'est des erreurs qui m'ont enrichi en fait. Hein, donc je les ai mis dans les échecs, mais voilà, je veux aussi. C'est important d'avoir cette philosophie-là, tu vois, parce que si tu restes bloqué sur un échec, non, au final, c'était juste une étape qu'il te fallait pour te faire grandir, tout simplement. Le bassin, effectivement, je te dis souvent dans les vidéos, c'est pour ça que je te documente ça assez souvent, j'essaie de te le dire, que la principale source de nuisance, notamment pour tes voisins, ça va être les espaces extérieurs, parce qu'à l'intérieur,
tu peux tout gérer, tu peux gérer l'isolation, tu as des capteurs de bruit, les dépôts de garantie comme je t'en ai parlé, tu peux mettre en place des process pour voir très rapidement, surtout avec l'expérience, tu vas vite voir les voyageurs entre guillemets malveillants qui viennent pour les mauvaises raisons. Donc ça, tu vas pouvoir les dégager. Maintenant, c'est vrai que sur la partie extérieure, moi j'avais du mal, notamment dans ma première maison, à pouvoir gérer les capteurs de bruit extérieurs. À l'époque, ça se faisait, mais c'était compliqué. Et je sais que ça dérangeait énormément mes voisins, surtout avec le bassin que j'avais mis dehors, tu vois. Donc ça, si c'était à refaire, mais en plus je l'ai dit, je crois, dans ma vidéo précédente, je l'aurais pas fait. Quand je te disais manque de suivi, pareil, hein, le suivi des chiffres, il faut être vraiment, il faut voir ça comme un business. Donc il faut vraiment que tu aies un rapport mensuel avec l'intégralité des chiffres clés de ton business. Vraiment comme un business en fait. Comme ça, tu peux voir, ok, là j'ai eu moins de réservations sur Booking par exemple. Pourquoi? Tu vois, j'essaye à comprendre. Mais si tu n'as pas cette traçabilité-là, et en fait, tu ne peux pas savoir. Peut-être que tes équipes de ménage, tu vas te rendre compte que certains mois, ça représente un pourcentage trop élevé de ton chiffre d'affaires. Ça va te permettre de te remettre en question. Ok, peut-être qu'il faut que je renégocie des tarifs. Ça peut être l'eau, ça peut être l'électricité, etc. Si tu n'as pas un suivi précis, parce que là, encore une fois, on parle de chiffres d'affaires qui sont importants. J'en parle souvent d'ailleurs avec mon expert comptable où on se rend compte que nous, on est sur un entre-deux entre le business et l'IMO traditionnel. Quand tu gères un LMNP, par exemple, en longue durée, il n'y a quasiment aucune gestion, tu vois, quasiment aucune gestion comptable. Quand tu gères une entreprise, il y a beaucoup de gestion comptable, forcément. Et plus il y a d'entrée de chiffre d'affaires, plus il faut être précis. Nous, on est sur un entre-deux. On est vraiment sur un entre-deux. Il y a beaucoup de flux qui arrivent entre les ventes additionnelles, les virements d'Airbnb, de Booking en direct. Peut-être que tu fais du marketing, tu dois payer tes prestataires. Enfin, il y a beaucoup de flux. Donc tout ça, il faut le suivre. Et ça, pareil, hein, au début, il a fallu que j'apprenne. Voilà pour les erreurs. Hein. Je pense que c'est à peu près ça. Alors, on va enchaîner avec la quatrième partie, ce qui a vraiment marché. Effectivement, alors moi, tu sais, j'essaie d'être le plus transparent possible sur cette chaîne, même si des fois, c'est pas évident. Je te jure, je reçois des commentaires, notamment sur Instagram. D'ailleurs, si tu as une question, n'hésite pas à Instagram. Je sais que YouTube, on ne peut pas échanger directement. Tu viens sur Instagram, tu m'envoies un DM. Si tu as un projet, t'hésites pas. Tu peux venir sur Instagram, c'est Camille Areb, je vais te l'afficher juste ici. Pour l'appartement dont je t'ai parlé, donc mon deuxième projet, là sur l'année 2024, je vais t'afficher les chiffres. On est à 60 000 € à peu près de CA. Alors ça, c'est juste du CA locatif. Il n'y a pas les ventes additionnelles. J'ai même plus les chiffres en tête des ventes additionnelles. Je regarde si je peux te les retrouver. Peut-être je les ferai afficher. Et pour la maison, pareil, on est à 90 000 € de CA générés. Pareil, les ventes additionnelles, je ne l'ai pas. Donc pour te dire que c'est des revenus qui sont conséquents. Je sais que ça peut paraître fou hein, de dire ça. La maison, si je l'avais louée en longue durée, comme je dis souvent, ça serait 1100, 1200 € de loyer. Tu vois. Là, je fais à peu près 90 000 divisé par 12. Je ne vais pas te dire de conneries, mais c'est de faire 7 000, 7 500 sûrement de revenus locatifs moyens. Compte 1200 en longue durée. Alors, est-ce que ça demande le même effort à suivre au quotidien, etc. Non, je ne vais pas te dire non, bien sûr que non. J'ai 20, 25 passages, plutôt 25 que 20 par mois. Donc il y a beaucoup de volume, il y a beaucoup de process qui ont été mis en place. Mais tu vois quand même que la différence, elle est gigantesque. Maintenant, là je t'ai mis faire un projet haut de gamme. La loi de Pareto, d'ailleurs si tu ne connais pas, j'en parle souvent dans mes vidéos. 20% de ce que tu fais, ça va produire 80% de tes résultats. Dans tous les domaines de ta vie, hein, que ce soit si tu veux être en bonne santé, il y a 20% d'actions qui vont produire 80% des résultats. Okay, peut-être ça sera le sport, peut-être la bonne alimentation, ça fera partie de ces 20%. Il y a beaucoup de choses autour de ça, ça ne fait pas partie des 20%. Nous, ce qu'on veut, moi, ce que je recherche, et ce que je t'invite à faire toi aussi, c'est que peu importe ce que tu essayes de faire dans ta vie, essaye d'identifier les 20% d'actions les plus essentielles. Tout le reste, c'est un peu du bullshit, tu vois. Il y a plein de méthodes miracles, je ne sais pas quoi. Nous, on identifie les 20% qui vont nous permettre d'avoir le plus de résultats, les 80%. C'est ça qui nous intéresse. Et moi, effectivement, pourquoi je te dis ça maintenant, c'est que, avec du recul, je m'en suis rendu compte. Au début, c'est plus de l'instinct ou de l'intuition, parce que je n'étais pas au courant de tout. Mais nous, dans notre business model, l'emplacement est très important. La valeur qu'on va apporter à nos clients l'est tout autant. C'est ces deux paramètres-là, pour moi, qui sont fondamentaux dans ce business model-là, si tu veux réussir. Quand je dis valeur, apporter de la valeur à tes clients, je te le dis, je fais que le répéter sur mes différents réseaux sociaux, mais c'est ça, fais-le pour l'humain. Bon, on n'est pas bénévole, il faut que ça soit rentable, mais fais-le pour l'humain. Je te disais dans ma précédente vidéo, fais comme si tu accueillais quelqu'un que tu aimais dans tes logements, tu vois. Et ce niveau de détail-là, entre les prestations complémentaires que tu vas proposer, quand tu auras, peut-être une demande en mariage. Moi, j'essaye vraiment de faire passer un moment
pas dire féerique, mais en tout cas que les gens se rappellent de leur séjour chez moi. Pareil pour les petits messages qu'on va leur laisser, les produits d'accueil, tout ce qui va être offert, le café, le thé, les spéculoos, les petites amandes, tu vois, tout ça en offre. On est vraiment dans cette démarche-là. Et ça, c'est une clé qui est super importante, qui fait partie de ces 20%-là. Et bah ça, au final, j'ai démarré tout de suite avec une maison qui respectait ces critères-là, même si je n'étais pas conscient de tout. Il y a des choses qui se sont faites un petit peu naturellement. Donc, moi, tout ce qui est, par exemple, gestion de prix, des fois, je discutais avec des patrons de conciergerie ou des gens qui sont dans la courte durée, un petit peu plus traditionnels, depuis, tu sais, qui étaient là-dedans depuis 4 ans, 5 ans, tu vois, qui géraient beaucoup de logements. Ils me parlaient de comment ils avaient créé leur site web, les stratégies marketing, la gestion des prix, comment ils s'étaient formés, etc. Donc, plein de choses. Et en fait, je leur dis, mais c'est quoi tes résultats, en fait? Combien ils te rapportent ce logement-là? Bah, il rapportait beaucoup moins que ce que ma maison me générait, tu vois. Pourtant, moi, j'étais pas passé par là, j'avais pas de site web, j'étais juste sur Airbnb et Booking, mais en fait, j'avais les 20% les plus essentiels. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que c'est pas une conclusion, mais c'est un peu ce que je veux te transmettre à travers cette vidéo. C'est vraiment, encore une fois, d'identifier ces 20%, l'emplacement, donc mets-toi dans un bon emplacement qui attire naturellement tes voyageurs, ok, et la valeur. On dit souvent, ça aussi c'est quelque chose que je dis assez souvent, il faut que l'expérience elle soit dans ton logement et à l'extérieur de ton logement. Donc il faut que les gens viennent de par les centres d'intérêt qu'il y a autour de toi. Je pense aux aéroports, je pense aux lieux touristiques, je pense aux lieux de culte, je pense à toutes ces choses-là qui font que naturellement ça draine des voyageurs, des clients potentiels. Et il faut aussi que même s'il n'y a rien autour de ton logement, il y ait une telle expérience qui soit proposée par ce que tu vas faire que les gens aient envie de venir chez toi que pour l'expérience que tu proposes. Tu vois, si tu respectes ces deux critères-là, et moi dans ma maison, bah, comme je l'ai déjà dit, mais il y a des gens qui habitaient à moins de 200 mètres de chez moi qui sont venus chez moi, tu vois, juste pour vivre une expérience, ils me l'ont dit après. Donc, bah, c'est dingue, mais effectivement, ça illustre bien ce que je te dis. Voilà, j'espère que ce quatrième point, il était clair. En conclusion, ma réponse, est-ce que ça vaut le coup? Oui, bien évidemment, ça vaut le coup. Moi, ça a changé ma vie. Et pour être 100% transparent avec toi, j'essaye de l'être un maximum à travers cette vidéo. C'est pas Airbnb en soi qui a changé ma vie. Moi, Airbnb, c'est, disons que, je sais pas si je t'ai dit d'ailleurs, je me suis coupé peut-être que je te l'ai dit en intro, je me suis coupé le doigt juste avant de faire la vidéo. Disons que moi, j'étais c'est dérangeant ce truc-là. Disons que moi, j'étais là, à un point A, tu vois, avant de démarrer tout ça. Maintenant, je suis là, à un point B. Airbnb, l'immobilier, ça a été le véhicule, tu vois, qui m'a permis d'arriver là. Moi, maintenant, c'est vrai que dans ma vie, j'ai tellement évolué, je me sens mieux, tu vois, j'ai pas peur de le dire. Je me sens beaucoup mieux, je me sens beaucoup plus heureux. Mais c'est pas l'argent, fondamentalement, qui m'a permis d'arriver là. J'aurais pu être là, même sans argent. C'est le niveau de conscience maintenant que j'ai, parce que j'ai appris beaucoup de choses sur moi. Je me suis... j'ai énormément évolué, tu vois, en faisant des voyages, en faisant plein de choses, des formations, des séminaires. Mais le véhicule qui m'a permis d'arriver là, c'est l'immobilier, c'est le Airbnb. Et c'est un business model clairement qui match très bien avec qui je suis, tu vois, moi, cette dimension humaine. C'est pour ça que je fais des vidéos aujourd'hui et que je me retrouve dans cette caméra et j'adore faire ça. Ça ne me prend pas de l'énergie de faire ça. C'est ce que j'ai pu retrouver dans le Airbnb, en fait, dans ma manière de faire du Airbnb, vraiment le faire pour des gens, que les gens passent une vraie expérience qui nous paye un certain prix, mais qui nous laisse aussi derrière un commentaire, un super bon commentaire. Et après, c'est vraiment un cercle vertueux. Et tu vois, la vidéo de Vincent que j'ai faite il y a peu de temps, je suis allé chez lui, en fait, ça m'a fait tellement plaisir d'aller dans un logement d'un client que j'ai pu accompagner et voir à quel point on se sent bien en fait, dans le logement. Et je pense à tous les futurs clients qui vont venir et je lui ai dit, ton projet, il va cartonner, tu vois, parce qu'il l'a vraiment fait pour les gens. Et ensuite, l'argent, ça sera une conséquence logique. Donc, ma réponse, oui, ça vaut le coup. Et encore une fois, si toi, tout ce que je te dis, ça résonne en toi et que c'est quelque chose que tu as envie de tester, je ne te dis pas de faire que du Airbnb, hein. Peut-être diversifier, peut-être faire qu'un seul projet. Mais si ce que tu veux, c'est clairement des revenus passifs et aussi faire un truc que tu kiffes, parce que c'est un kiff aussi de se créer des logements comme ça, fonce, parce que toutes ces questions que tu te poses, tu vas pouvoir passer des heures et des heures sur YouTube à chercher. On a tous été dans ce cas de figure au départ, chercher des réponses à des questions, sauf que les questions, elles sont sans fin en fait. Elles sont sans fin et très souvent, ce qu'il y a derrière, c'est du doute, c'est de la peur. Et au bout d'un moment, il faut passer à l'action parce que ceux qui y arrivent, je te garantis, ils n'ont rien de plus
que toi. Et ça, je sais que des fois, on peut mettre 20 ans avant de le comprendre, mais les gens qui arrivent, ils n'ont rien de plus. Au bout d'un moment, ils sont juste passés à l'action et basta. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que c'était pas trop fouillis. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as bien aimé, s'il y a des sujets, encore une fois, que tu veux qu'on aborde sur la chaîne. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Si ça t'a pas plu, ne t'abonne pas. Comme je dis souvent, tu trouveras sûrement d'autres gens qui vont faire du contenu qui te parle plus. Si tu as un projet et que tu veux aller plus loin, on a tout. On a une académie qui est extraordinaire avec des gens extraordinaires. Vraiment, on a tout packagé. Il y a plus de 26 modules. Il y a énormément de choses. Tu peux prendre un appel directement en bas pour nous parler de ton projet. Ce sera avec grand plaisir. Et écoute, moi, je te dis à très vite, dans sûrement 4 jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Je te souhaite une bonne journée. À très vite. Ciao, ciao.